Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Avec moi à mes côtés, j'ai Théo. Salut Théo. Salut à tous. Adrien. Salut Adrien. Salut les gars, bonjour à tous. Et pour la première fois dans l'émission, on reçoit notre CM de Facebook, Walid. Salut Walid. Walid l'enragé, j'ai envie de dire. Voilà, donc l'AC Milan qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Benevento. Ouverture du score à la 15e minute sur un penalty de Franck Kessié. Sandro Tonali prendra un carton rouge à la 33e minute sur une faute assez contestable. Je te lancerai juste après là-dessus, Walid. Et enfin, Rafael Leao fera le break à la 49e minute sur un sublime mouvement sur le côté gauche. Donc Milan s'impose 2-0, un penalty aussi manqué par Benevento à la 61e minute. Milan qui reste leader du championnat, mais on va revenir sur ce carton rouge qui nous prive de Sandro Tonali pour le match face à la Juve dans quelques jours. Et pour toi, il y avait faute ou pas, Walid? Il y a totalement faute, mais il n'y a pas carton rouge parce que quand on voit la faute de Cuadrado sur Castrovilli il y a une semaine qui prend exactement la même sanction, moi je trouve pas ça normal. La faute de Tonali, je suis désolé, elle est plutôt légère. Il n'y a rien de grave. Le joueur adverse ne risque rien du tout. Pour moi, c'est un carton jaune avec avertissement maximum. Il n'y a pas de carton rouge. Franchement, la VAR, là, elle va trop loin pour moi. On va pas se mentir, c'est un rouge totalement mérité, les gars. Oui, c'est mérité. Je sais pas quelle intervention vous permet d'avoir ça. C'est un pied Pas levé. du tout, hein. S'il loupe, enfin, déjà, l'intentionnalité de Tonali, elle mérite rouge. Tu vas chercher un ballon, un rebond, genou en avant. Il y a deux possibilités dans ces cas-là. Soit tu chopes le ballon du bout du pied et tu arrives à la décaler, soit tu prends le genou. Il prend le genou, le pied est clairement en retard. Il joue pas le ballon parce que maîtriser un rebond comme ça avec le pied, le bout du pied, c'est compliqué. Et il arrache le genou. Heureusement qu'il n'y a pas, que c'est pas plus grave. Parce que Il lui arrache le genou ou il effleure le genou? Parce que pour moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'il l'arrache ou qu'il l'effleure. Qu'il arrache ou que tu l'effleures, tu as les 8 crampons sur la rotule. Faut pas discuter ce genre de choses. Il aurait pu lui signer le genou prédateur, ça aurait été pareil. Le rouge, je suis pas d'accord avec toi parce que le pied de Tonali n'est pas parallèle au genou de son adversaire. Il n'arrive pas comme ça. Il arrive avec la pointe de son pied légèrement. La maîtrise du geste, d'accord, mais il n'y a pas carton rouge parce que dans les faits, non. C'est juste un geste dangereux, c'est tout. C'est clairement, pour moi, après, peut-être que l'interprétation de l'arbitre ne rend pas forcément les choses agréables parce qu'on le voit mettre un jaune. Il met un jaune pour contestation, un joueur de Benevento. Pareil, je ne le comprends pas vraiment. Mais l'arbitrage, globalement, sur l'intégralité du match, moi, j'ai été mal à l'aise face à l'arbitrage. Être favorisé de cette manière-là, ce n'est pas agréable. On se bat quotidiennement pour que l'arbitrage soit équitable en Serie A. Et là, ce n'était pas le cas. Ce soir, il faut être lucide là-dessus. Il y a une faute de Calabria non sifflée où Benevento part en contre-attaque. C'est l'avant-dernier défenseur. Il n'y a absolument rien. Le rouge, on a besoin d'une VAR plus de jaune pour contestation inutile pour se rendre compte que la faute est évidente. Le penalty, je pense que c'est un cas encore un peu plus différent. Certains diront que Rebic va la chercher intelligemment. D'autres diront que le penalty est chanceux. Mais dans les deux cas, penalty ou pas, l'arbitrage aujourd'hui aura été dans une totale démesure. Et c'est pas du tout plaisant à regarder. On a vu les mains de Sandro, on a vu Montari en 2012. On se bat pour avoir un arbitrage équilibré. Et je pense que ce soir, c'est le minimum de bonne foi d'admettre que l'arbitrage n'aura pas du tout été équilibré ce soir. Ouais, mais ça compense avec les derniers matchs où on s'est fait vraiment avoir sur l'arbitrage. De toute façon, il y a un problème avec la VAR. Il n'y a plus d'interprétation. Il n'y a vraiment plus d'interprétation. Ça évolue. Je pense qu'on ne rattrape pas les mauvais arbitrages de Milan soir. L'arbitre n'a juste pas été à la hauteur. Et au-delà de ne pas avoir été à la hauteur, il y a surtout un favoritisme qui, moi, m'a rendu très mal à l'aise. Non, mais la VAR, en général, moi, je trouve que ça c'est un peu le traitement de la VAR est un peu scandaleux. Le penalty que cause Kalulu face à la Lazio, franchement, il n'y a pas penalty. D'accord, il le touche, mais ça n'impacte en rien le jeu, en rien. Il n'y a pas penalty. S'il n'y a pas la VAR, ce penalty n'est pas sifflé. Au final, ça fait une erreur en moins. Et Tonali aussi, pour moi, c'est une erreur. Peut-être que la VAR, au final, elle cause autant d'erreurs que si on ne l'avait pas. Ce sera un débat qu'il faudra avoir. Alors, on ne sait pas si on le traitera dans notre émission parce que ça dépasse un peu le cadre de notre cher club. Mais c'est sûr qu'il y a contestation et la manière dont elle est utilisée, notamment en Angleterre et en Italie, sur des hors-jeux à des poils de cul. Désolé, sans rigoler, des fois, c'est à une pointure de chaussure et c'est vraiment ça te tue le foot. Et c'est dommage de voir le foot évoluer de cette manière-là.
Voilà, on va pas s'éterniser sur le sujet. On va revenir sur la prestation des Milanais face à Benevento. Une victoire solide 2-0 après 60 minutes passées à 10 contre 11. Adri, qu'en as-tu pensé globalement? Globalement, déjà en première mi-temps, c'est vrai qu'on a eu un Milan qui a fait face à une bonne équipe de Benevento. Ils ont été très très en place. Même plusieurs fois, ils ont fait des assauts sur les cages de Donnarumma. Et c'est vrai que sur leur seule erreur en première mi-temps, Milan arrive à obtenir le péno grâce à Ante Rebic. Et même si sur les 30-35 premières minutes, Benevento ont eu plusieurs fois le pied sur le ballon, comme je dis, ont eu des occasions. C'est vrai qu'on avait quand même un Milan qui était bien en place, euh, qui faisait pour le coup plutôt un bon match, mais c'est vrai que le carton rouge de Tonali vient nous met carrément en difficulté, puisqu'après les 10 dernières minutes, on a eu beaucoup de peine face à l'équipe de Inzaghi. Et en deuxième mi-temps, on pouvait s'attendre justement à ce que Benevento soit en confiance, même jusqu'à nous dominer. Et pourtant, Leao, après je crois que c'est Rebic qui fait la passe, si je ne dis pas de bêtises. Oui. La sortie un peu hasardeuse du portier de Benevento, Leao qui arrive à la mettre, je ne sais pas comment, dans les filets. Mais non, après en deuxième mi-temps, c'est vrai que j'ai trouvé que moi, Milan a montré du caractère. On a vu un bon visage des Milanais. Donc non, c'est une victoire plutôt méritée. Benevento, dans l'ensemble, fait un bon match et on peut remercier aussi Donnarumma de ses nombreux arrêts qu'il a fait sur ce match-là, parce qu'à mon avis, sans lui, on en prenait aller facile au moins une ou deux, facilement. Mais voilà, Donnarumma, sincèrement, hein, sur l'ensemble de ses points faibles, points forts, à part le jeu au pied, en toute objectivité, pour moi, il n'a plus de défaut. Qu'il a amélioré. Il a amélioré, Pour oui. moi, il n'y a plus. Mais il y a encore certains. Là, dans le jeu aérien, il a été vachement rassurant aujourd'hui. On part quand même. Les facettes de gardien, ça joue souvent à pas grand-chose. On peut être un gardien extrêmement complet. Tu peux louper ta sortie au premier poteau ou pas être assez attentif sur un centre au deuxième. Tu es jugé là-dessus. Donnarumma réduit de plus en plus le peu d'erreurs qu'il fait par match. C'est quand même très plaisant. Et si ce n'est son jeu au pied qui, comme tu dis très justement, Guillaume, il perfectionne avec le temps, il devient quand même de plus en plus complet, ce gardien. Adri. Et si je finirais juste là-dessus, c'est notre premier clean sheet aussi depuis 4 matchs. Ok. Très bien. Walid, donc un Milan dominé, 61% de possession pour Benevento, 25 tirs à 10 pour Benevento. On a eu chaud quand même. Le but de Leao fait énormément de bien. Carrément, Rebic sera totalement sur sa passe. C'est beaucoup de réussite. Franchement, Leao a de la chance parce que le goal adverse fait n'importe quoi. Et derrière, il la plante, c'était très très difficile à mettre. Et il sauve un peu sa prestation parce que franchement, son match, il est mauvais. Mais bon, le but le sauve un peu, j'ai envie de dire. Théo, ton avis sur le match? Tu as encore quelque chose à rajouter ou pas? Je vois plus, c'était plutôt Pioli que je tiens à saluer sur ce match-là. L'adaptation tactique quand on prend un rouge, elle n'est jamais facile, peu importe le poste. Bon, là, forcément, ça, du coup, Brahim Diaz a un peu payé les pots cassés alors qu'il était intéressant sur ses 35 premières minutes. C'est la victoire tactique que je souligne, moi, se sortir dans cette espèce de 4-4-1 assez bancal d'apparence, mais solide dans le fond. On perd Tonali pour le match face à la Juve. On récupère un Kier qui a joué 80 minutes sur une jambe quand même. Voilà, on s'en sort sur deux individualités. Walid le disait très justement, le but de Leao rattrape un peu sa performance en demi-teinte. Et puis, Rebic et Aka n'ont pas forcément été en réussite aujourd'hui. Néanmoins, on est toujours leader. Et ça fait partie des news qui nous permettent de bien dormir. L'écart se crée avec Sassuolo, l'Atalanta, etc. Milan premier a désormais 11 points d'avance sur le 5e et premier non qualifié pour la Ligue des Champions. Ça commence à être une grosse avance qu'on met. On met notamment la Lazio à 15 points d'écart. La Juve qui a 2 matchs à rattraper, on ne va pas les compter. Mais voilà, Sassuolo qui a autant de matchs que nous est 5e avec 11 points. Donc voilà, on creuse l'écart, on gagne ces matchs. Là, tous nos adversaires directs avaient gagné. Voilà, l'Inter face à Crotone, la Roma aussi a gagné, Naples a gagné 4-1 à l'extérieur. Donc voilà, des bons points à prendre. On va passer désormais au top, les gars. Je vais te donner la parole à Walid. Ouais, donc en troisième, j'en ai 3 et un point d'interrogation parce que j'ai été étonné de sa performance. Donc, Kessié, bien sûr, c'est même plus surprenant. C'est une machine au milieu. Il fait tout, attaque, défense, il fait que courir.
J'ai d'ailleurs vu que chaque semaine, il était parmi les joueurs qui ont fait le plus de kilomètres sur la journée. En deuxième, j'ai Kier, donc ultra solide, patron de la défense, premier clean sheet depuis 4 matchs, comme Adrien l'a dit. Mm. Non, vraiment, c'est un patron. Et en top, j'ai Donnarumma, parce que franchement, avec un goal moyen, donc Tatarusanu, pour moi, il y a 3-2. On va pas se mentir, Donnarumma, il en sort. Il en sort énormément. On a beaucoup de chances d'avoir et il faut absolument le prolonger très vite là parce qu'il y a des clubs qui vont s'aligner, qui vont proposer de lui tripler son salaire, j'ai envie de dire. Et ce que j'ai envie de relever, c'est l'entrée de Castillejo, que j'ai beaucoup aimé. Ultra précieux dans la récupération et dans la transition offensive, j'ai vraiment aimé. Donc Castillejo, franchement, étonnant. Ok, très bien. Ouais, Donnarumma, pour juste évoquer son cas par rapport à sa situation à Milan, donc contrat qui expire d'ici 6 mois. Il attend juste ces derniers détails pour le renouvellement avec Crayola et l'AC Milan, mais sauf retournement de situation, il devrait continuer l'aventure avec nous. Il a refusé un appel de Marotta du côté de l'Inter qui avait demandé des renseignements sur sa situation. Mais voilà, je pense qu'on va avoir d'ici une semaine ou deux l'avenir de Donnarumma sera scellé du côté de l'AC Milan. Théo, t'es top. Euh, Beaucoup de similitudes avec ce que Walid disait, si ce n'est pour Castillero, que je n'ai pas trouvé forcément performant dans son entrée. Après, je pense que pour le coup, le cas de manière générale, ce joueur, il est assez scellé. Il vit ses dernières heures sous notre maillot. En troisième position, ouais, le match de Kessié est hyper intéressant. Ce qui m'étonne, en fait, surtout, c'est son apport offensif. C'est un joueur qui a été pas forcément important, pas forcément avec un réel apport dans le 4-3-3 qui était plus à ralentir la transition offensive qui a apporté un véritable danger. Et dans ce 4-2-3, il est vraiment, il a une utilité et un apport qui est beaucoup plus intéressant devant. Et ça change. Et surtout, voilà, tenir aussi facilement la baraque sans Benasser, pardon, c'est toujours aussi plaisant à voir. En deuxième position, Kier, où j'aurais pu mettre Romagnoli. Les deux ont été très bons aujourd'hui. Je mets Kier parce que revenir sur une jambe pour un match comme ça, c'est toujours difficile, sauf que le Danois a encore répondu présent. Le niveau commence à s'équilibrer entre les deux. Romagnoli revient bien et c'est plus Kalulu qui vient pour la rotation maintenant. Voilà, donc un retour toujours plaisant. On joue encore avec un joueur absent par ligne, mais j'espère qu'on récupérera bientôt le 11 titulaire. En première position, on peut difficilement mettre une autre personne que Donnarumma. Walid le disait très justement, mais c'est le genre de match piège qu'on aurait pu où on aurait pu avoir des regrets si le gardien n'avait pas été à la hauteur. On est dominé dans le jeu, on s'en sort sur des contre-attaques, on joue un bloc bas forcément parce qu'on est à 10 et on s'en sort. On gagne avec un clean sheet. Donc merci Didio. Et puis on va se concentrer sur la Juve maintenant qui arrive très vite. Et même si on récupère Théo Hernandez, l'absence de Tonali malgré son très mauvais match me fait peur parce que Rade Krunic a le talent pour être encore plus nul que Tonali ce soir notamment. Très bien. Adri, t'es top, s'il te plaît. Pareil, comme les gars, j'ai mis Kessie moi, en troisième position. Il nous a encore fait un très gros match. Il a récupéré beaucoup de ballons. Même offensivement, j'ai trouvé mieux que d'habitude. Je trouve offensivement, il se projetait un peu plus vers l'avant comparé à d'autres matchs. Et puis même en fin de match, voilà, il tape malheureusement le poteau. Mais c'est vrai que même en fin de match, il arrive encore à te faire des courses. C'est vrai que quand tu vois, c'est avec qui? C'est avec Léo, c'est ça qui fait le 1-2 en fin de match, il me Ouais. semble. Là, pareil, Ouais, tu vois, c'est il te ça. fait une course de plusieurs kilomètres aussi. Comme l'a dit Walid, à chaque match, il parcourt des kilomètres et des kilomètres. Donc maintenant, on a beaucoup de chance de l'avoir dans notre équipe et on a beaucoup de chance qu'il ait retrouvé un niveau par rapport à son arrivée à Milan. Et de ce moment-là, je trouve que de plus en plus, moi, il monte en puissance. En deuxième, j'ai mis la charnière carrément de Romagnoli hier. Ouais. Les deux très très sereins, que ce soit. Alors moi, devant ma télé, dès que les deux étaient devant un défenseur, j'étais très très serein. Il y avait toujours un pied pour bloquer, une épaule, un dos, choses comme ça. Même dans les relances, alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais pareil, très propre dans les relances, j'ai trouvé propre défensivement. J'ai pas souvenir qu'ils aient fait une faute, que ce soit l'un des deux. Donc non, très très rassurant et content que Kier soit revenu. Il a prouvé voilà, que c'était vraiment un très bon défenseur. Il nous avait beaucoup manqué. Et en première, j'ai mis Donnarumma comme les gars. Je ne jeter plus que ça. Il a été monstrueux. Voilà, sans lui, comme on l'a dit tout à l'heure, on en prenait plusieurs. Très bien. On va passer au flop maintenant, Walid.
Alors là, ça a piqué parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas au foot dans l'équipe. Et donc, je suis limité à 3 flops, mais j'ai envie d'en mettre 4. Mais on va exclure Calabria parce que il a été mauvais, mais pas autant que les 3 autres. Donc, j'ai envie de dire le moins pire, et c'est très grave que je dise ça, mais le moins pire pour moi, c'est Tonali des 3 flops que j'ai. Mm. Parce que, bon, s'il a été très mauvais, prend un rouge totalement irresponsable, totalement immature son geste. Mm. J'ai pas aimé du tout. En deuxième flop, on a le plot humain, monsieur Diogo Dallo. Il est un peu comme son prénom, il est raté. C'est-à-dire que normalement, il devait s'appeler Diego, mais bon, on l'a appelé Diogo. Il est catastrophique. Il est catastrophique. Il ne sait pas attaquer, il ne sait pas défendre. C'est une catastrophe. Et bien sûr, qui mettre en première position le génie, Ricardo Kaka Prime, Monsieur Rade Krunic, une catastrophe. Il est catastrophique. Franchement, d'accord, il n'est pas à son poste, mais franchement, ça n'a aucune importance. Aligner une passe, c'est indépendamment de ton poste, tu dois savoir la faire. Même si tu joues arrière droit, tu dois aligner ta passe correctement. Il n'arrive pas. Il cause le penalty. Qui est Il allait nous, il, irresponsable, hein. Alors, le il allait nous penalty, coûter c'est. le match parce qu'à 2-1, le match, c'est pas le même. Mm. Et il est vraiment, je trouve, catastrophique. Il faut le lâcher au plus vite pour moi. Vraiment, son niveau est honteux. Ok, très bien, très tranché tes avis. Théo, toi, tes flops. Même ordre de flop. Calabria, franchement, son match me dérange pas particulièrement. J'ai un peu de compassion pour lui parce qu'il a failli perdre un œil à la 80e. Du coup, je pense que c'est ça qui me fait que je ne le mets pas dans les 3 derniers. Mais non, l'ordre en soi n'est pas vraiment important, hein. Tonali, Dalot et Krunic ont été tous les 3 catastrophiques. Mais personnellement, je commencerai quand même par Dalot en troisième joueur le plus mauvais parce que c'est un match où, en fait, il a parfois les mêmes similitudes de course ou de projection que Théo Hernandez. Le problème, c'est qu'il ne compense pas, en fait. Il se projette, mais il ne se passe rien ensuite. Il y a des actions où il finit à 10 mètres devant Akan, sauf qu'il ne reçoit ni le ballon et qu'il ne revient ni ensuite. Donc, c'est un apport inutile. C'est difficile parce que je me souviens de son premier match où il apparaît en Europa League. C'était un joueur qui avait apporté beaucoup de choses face au Sparta Prague. Peut-être que c'était le niveau, peut-être que c'était la première rencontre qui nous permettait d'avoir cette impression. Mais voilà, que ce soit sur les entrées ou sur ses titularisations en cas de blessé ou de pépin, force est de constater qu'il n'est pas forcément à la hauteur. C'est qu'un prêt, donc on verra bien s'il arrive à se rattraper d'ici fin mai. Mais le Portugais ne se met pas dans les meilleures conditions pour rester très longtemps du côté de San Siro en tout cas. En deuxième position, Sandro Tonali. Walid parlait d'immaturité. Moi, c'est surtout l'irresponsabilité en fait qui me frappe dans un contexte où Benevento, et il faut le souligner quand même, contrairement à beaucoup d'équipes, quand elles viennent jouer des un peu plus gros, a proposé du jeu et a fait ça pendant 90 minutes. On a vu énormément de circuits de passe. C'était très fluide à voir. Si Insigne a loupé certaines actions, et Temach qui nous faisait très mal quand il était avec le maillot du Chievo Vérone, puisqu'il mettait les 3 quarts de ses buts face à nous quand il nous affrontait il y a quelques années, a été très bon. Ionita, l'ancien joueur de Cagliari, d'Andorre, a été très bon. Stracciatella a été très bon aussi. Ça jouait, il y avait du football. Et on a été mis à difficulté. Et se prendre un rouge comme ça quand on joue dans un double pivot, c'est de 1 irresponsable et de 2 avec des lourdes conséquences derrière parce qu'on a pratiqué le non-jeu pendant 60 minutes. Et puis en première position, celui pour qui où vraiment je n'arrive pas à comprendre pourquoi on l'a signé. À Empoli, il y avait Benasser. Il y a eu une erreur de parcours puisqu'on s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups en prenant un joueur qui joue aussi là-bas. Sauf que Krunic, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je le trouvais un temps rassurant sur ses entrées à la place d'Akan parce que c'est un 10 qui peut proposer un peu plus défensivement que le Turc. Sauf que là, il propose rien du tout, peu importe le poste. Donc, il y a un moment, il va falloir se remettre en question du côté de l'international postien et proposer quelque chose de constructif et je vais dire, de regardable. Parce que face à la Juve, ça va être compliqué si on l'a et il y a de grandes chances qu'il soit Il y a là. de grandes chances qu'il soit là. Benasser ne sera pas encore là. Et à moins qu'on assiste à un Davide Calabria au milieu de terrain parce que Gattuso aura passé un coup de fil à Pioli avant le début du match, ou qu'on rappelle Borini, ce sera Krunic au milieu de terrain face à la Juve. Et rien que pour ça, je vous invite tous à allumer des cierges ou à rencontrer le Dalai Lama. Mais dans les 2 cas, il faudra prier très fort pour ce qui va se passer dans quelques jours. Très bien. Adri, toi, tu es d'accord avec Théo et Walid?
Ouais, globalement, je suis d'accord, hein. Pour Dalot, les matchs ils se suivent et se ressemblent pas mal. C'est vrai que quand il est arrivé, perso, j'étais assez surpris de son niveau. Je le trouvais même plutôt bon. Mais c'est vrai que voilà, depuis 3-4 matchs, quand il est titulaire ou quand il rentre, c'est vrai qu'il a beaucoup d'oublis défensifs. Comme l'a dit Théo, il va se projeter vers l'avant, mais il ne revient pas forcément. Plusieurs fois, il s'est fait dépasser dans le match. Après, moi, c'est juste que moi, leur chronique, moi, je l'ai mis en deuxième. Je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, les gars l'ont déjà dit. Mais c'est vrai que moi, Tonali, du coup, moi, j'ai mis vraiment un dans mes flops parce que déjà, il a eu, dès le début du match, ça a été compliqué, on l'a quasiment pas vu. Puis le bout de match en fait, qu'il a fait, pour moi, il n'y a rien de bon à retenir. C'est vrai que j'étais très déçu de sa performance, moi, personnellement. Mais c'est vrai qu'avant que Krunic fasse le penalty et puisse nous coûter le match, pardon, c'est Tonali qui vraiment aurait pu faire bien pire. C'est vrai que comme ça, à 10 contre 11 et la 35e minute, ça aurait pu être bien pire. Donc, ouais, c'est vrai que moi, je suis très déçu de la performance de notre Italien. Donc, ouais, pour moi, je l'ai mis en flop 1 pour ma part. Très bien. Bah voilà, on va conclure du coup sur les tops et les flops. Juste, bon, là, je suis sur le transfert marque de Rade Krunic. C'est un braquage qu'ils ont réalisé l'Empoli parce que jusque donc l'AC Milan le signe pour 8 millions le 8 juillet 2019. Mais avant l'AC Milan, du coup, il était à Empoli, où il arrive libre en 2015 du Borac Sakac, un club serbe. Transfert libre aussi, d'où il arrive de l'Hellas Vérone. En fait, c'est que des prêts Hellas Vérone. Voilà, du côté de la Serbie où il joue, mais à chaque fois c'était des transferts libres. Et il arrivait en fin de contrat, agent libre, et puis là, Empoli a réussi à nous le forguer pour 8 millions à- en 2019, et ça me paraît un peu cher quand même pour un quatrième couteau quand on voit surtout ses prestations. Franchement, le penalty qu'il provoque, c'est complètement irresponsable. Je suis même pas sûr qu'un caissier ou Benacer se jette comme ça à la moitié du terrain pour obtenir une faute stratégique, mais lui, il y va comme ça en pleine surface de réparation. C'est délirant et ça fait peur en vue du match face à la Juve. Très bien, donc on va refermer du coup autour de cette rencontre et on va ouvrir le débat du jour qui concerne un peu le mercato, mais surtout le poste de défenseur centre. Avec la question suivante, Kaloulou et Gabia ont-ils un niveau suffisant pour assurer la rotation cette saison ou faut-il se renforcer à ce poste avec du coup la probable arrivée du Strasbourgeois Simakan. Théo, ton avis sur cette question? Bah, déjà, avant de me poser sur la question, je pense que parler un peu de ce qu'est Mohamed Simakan, c'est assez important. Mm. On parle d'un joueur de 20 ans qui joue à 3 postes, qui peut jouer à droite, derrière à droite, qui peut jouer dans l'axe et qui a aussi joué 6 cette saison face à Lille, notamment la saison passée face à Lyon. Sur les 17 matchs qu'il a réalisés cette saison en Ligue 1, il n'y en a que 3 où il joue à droite. Il est majoritairement dans l'axe cette saison. C'est un joueur très polyvalent et c'est surtout un joueur qui correspond aux critères de Paolo Maldini parce que quand il était venu parler au micro de Téléfoot, il parlait de 2 choses très importantes pour lui quand il recrute en Ligue 1. C'est premièrement les capacités physiques, pardon. Donc pour un défenseur, la capacité à tenir en 1 contre 1 et pour un joueur à plutôt vocation offensive, la capacité d'explosivité. Et de 2, la marge d'appréhension tactique qui est très forte parce que il sait, et il l'a admis assez facilement, je pense qu'il faut être lucide sur ça. En Ligue 1, la tactique, c'est pas ce qui est le plus mis en avant et c'est ce qui l'intéresse dans les joueurs quand il va recruter du côté de la France. Ce sont des joueurs qui sont capables d'apprendre de nouvelles tactiques et de s'y adapter rapidement. Donc voilà, 2 bonnes raisons, selon le nouveau directeur général du Milan AC, directeur sportif, pardon, de se pencher sur Mohamed Simakan. On parle d'un joueur de 20 ans qui prouve depuis 2 saisons avec Strasbourg qu'il a le coffre et le talent pour signer dans un plus grand club. Après, voilà, ça joue à quelques millions, mais globalement, la transaction, si elle a lieu, ça se passerait entre 15 et 20 millions d'euros. D'accord. Walid, toi, t'en penses quoi des prestations récentes de Kaloulou et Gabia? Pour toi, est-ce que c'est suffisant pour assurer la rotation, notamment en Ligue Europa, en Coupe d'Italie et en championnat? Voilà, parce qu'on a vu que Romagnoli puis Kier se sont blessés cette année. Pour toi, ce sont des seconds couteaux viables sur le long terme ou il faut se renforcer à ce niveau-là? Écoutez, pour moi, il faut voir. Pour moi, c'est pas la priorité. On attend la fin de saison, on fait un peu tourner, voir ce que ça donne, etc. Notamment en 16e de finale contre Belgrade. Ce serait intéressant d'aligner Gabia et Kaloulou pour voir ce que ça donne.
Mais pour moi, Ou faut attendre. C'est suicidaire? pas, c'est non, non, parce que l'aller, si tout se passe bien, on devrait le gagner. Au retour, il s'agira Ouais, mais après de cette calmer le tactique jeu. de mettre l'équipe B à l'aller et de mettre l'équipe C, non, pardon, l'équipe titulaire au retour, c'est juste se mettre des bâtons dans les roues, hein. Non, Mettre non, un non, des c'est deux. pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est mettre l'équipe titulaire à l'aller et changer un peu l'équipe Ouais. au retour si tout s'est bien Ah, au passé. retour, ok, dans le sens, ok. Je tiens à dire que Simakan, moi, je trouve que c'est un excellent joueur. J'ai vu son match contre le PSG, franchement, gros match. Mais je pense que c'est pas la priorité actuellement. On voit au milieu de terrain, on est à sec parce qu'on a deux blessés, enfin un suspendu et un blessé. Tonali était blessé il y a pas longtemps aussi, donc c'est assez difficile. Et je me dis, est-ce que c'était pas une mauvaise décision de lâcher Pobega? Mm. Parce que je pense qu'il nous aurait beaucoup aidé au milieu. Ouais. Aligner Pobega Kessié, c'est pas comme aligner Krunic Kessié contre la Juve, ça va être une horreur. Surtout face à leur milieu qui est plutôt solide. Donc, pour moi, la priorité, pour l'instant, c'est un milieu défensif parce qu'on ne pourra pas tenir jusqu'à la fin de saison comme ça, c'est impossible. Et un neuf. Mais le neuf, moi, je pense qu'on pourra tenir jusqu'en été. Donc, pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est un milieu de terrain. Ouais. Ok. Après, on reste un club où tant qu'on n'a pas vendu, on peut difficilement acheter, hein. Faut Ouais. en être conscient de ça. Krunic a des offres, Je, Conti a des offres, et Milan ne peut pas acheter pour l'instant tant qu'ils n'ont pas vendu. je pense qu'il n'y a pas de problème à lâcher quelques millions sur un milieu de terrain plutôt solide. Je trouve que c'est responsable et réfléchi de le faire. Après, au milieu de terrain, le problème, et on l'a évoqué au milieu de terrain, c'est que je pense que Pioli compte vraiment sur son caissier Benasser qui est indéboulonnable et Tonali est de base, enfin, il y a encore en option d'achat, mais va être sûrement levé. Et du coup, c'est Ah, aussi elle sera levée, penser, ouais. voilà, c'est penser au futur avec Tonali. Et Tonali fait partie du futur du Milan. Donc, rajouter une quatrième pointure, c'est là où en fait, ce serait pas forcément judicieux de rajouter un gros nom. En revanche, comme tu l'as évoqué au tout début, ramener un Pobega ou un Brett Chanini, des mecs formés au club qui peuvent être voilà, des cinquièmes choix derrière un Krunic ou même prendre la place d'un Krunic, peut-être, enfin pourquoi pas. C'est là peut-être la solution pour un mercato avec un tout petit budget. Parce que quand on évoque Simakan, on va rester sur le sujet du défenseur centre. La première offre formulée par l'AC Milan, c'est 12 millions plus 2 millions de bonus. Donc c'est un prix qui elle est raisonnable, hein, si jamais on parle d'un espoir de 20 ans. Mais on a déjà signé Kaloulou libre de tout contre, enfin libre de Lyon cet été, qui est aussi promis un bel avenir. Gabia, qui est un joueur formé au club, qui a montré de belles performances, en tout cas des prestations sérieuses en remplaçant Romagnoli. Adri, toi, tu penses qu'on a besoin d'un Simakan dans cette rotation ou pas? Ouais, clairement. Parce que déjà, d'un point de vue blessure, on n'est pas à l'abri qu'un autre défenseur se pète. Quand tu vois que Gabriel s'est blessé, c'était face à Parme, si je dis pas de bêtises. On se retrouvait avec Kaloulou et Romagnoli. Admettons, n'importe quoi, sur le match ou celui d'après, un des deux se reblessait. Ben, on aurait Miki à la place. Kaloulou, à la base, c'est plus un latéral droite, si je dis Ouais. pas de bêtises, à la base des bases. Donc, ouais, non, si maintenant, moi, je trouve pas ça déconnant. Au vu du prix, ouais, on parle ça pourrait être accepté aux alentours de 15 millions, un peu plus, avec les bonus. Mais après, il faut voir aussi pour après. Comme Milan, parce que moi, je suis persuadé qu'ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine, il faudra peut-être un peu plus faire tourner. Donc, c'est vrai que des joueurs avec un bon potentiel pardon, comme Simakan, qui sont en plus polyvalents, comme Théo le disait tout à l'heure. Moi, je prends et je trouve que ce serait un bon choix de la direction, un bon choix de Maldini, qui a jeté son dévolu sur lui. Donc, non, moi, je suis pour à 100% de le prendre. Quel est le bon prix selon toi, Théo, pour un Simakan? La première offre, du coup, est de 15 millions, pardon, et elle a été refusée par Strasbourg qui veut le conserver jusqu'à la fin de la saison. Pour toi, est-ce qu'il faut casser la tirelire et mettre 20 millions sur la table pour un défenseur centre maintenant au mercato d'hiver? Ou comme l'a justement dit Walid, mais la priorité actuelle, c'est peut-être au milieu de terrain ou en attaque. Et puis, on privilégiera le poste de défenseur centre au mercato estival. Je pense que l'achat d'un quelconque joueur cet été est conditionné par une vente. Mouzaku a refusé des offres du Genoa et d'un club turc pour partir libre cet été. Conti partira sûrement libre, ou à moins que la Fio, qui a proposé 8 millions, en propose 15 d'un coup, ce qui entre nous m'étonnerait beaucoup. Castillero, il n'y a pas encore d'offre de club espagnol. Ça fait beaucoup de joueurs où on attend des revenus pour acheter plus sereinement cet été qui n'arrivent pas.
Donc, non, je pense que Simakan, si on arrive à monter jusqu'aux 20 millions, ce serait bien et qu'il serait intelligent de ne pas dépasser ce montant-là. Après, ce que je me dis aussi, c'est que rappeler des Pobega ou des Bresciani, on parle de clubs qui vont lutter pour le maintien. Je vois mal ces joueurs-là partir aussi facilement parce que la Spezia est déjà 18e, que Pobega a joué 10 matchs cette saison avec le club. Bresciani qui évolue en Série B, si je ne dis pas de bêtises. Donc, va pareil jouer soit la montée, soit la descente, même si je crois qu'avec Entella, il n'est pas très bien. Ils ne sont pas très bien classés actuellement. Donc, je les vois mal les rappeler. Voilà. Entella, ils sont 19e. C'est des joueurs qui prennent du temps de jeu, qui sont jeunes, dont les équipes de Série B raffolent parce qu'ils sont formés dans des grands clubs et prennent de l'expérience chez eux. Donc, je les vois mal. En plus, avec le contexte où ils sont, être aussi facilement rappelés que ça à Milan. Je pense qu'une vente libérerait quand même pas mal les esprits de Milan parce qu'on est quand même dans une situation où financièrement, on n'est pas au mieux. On a lâché plusieurs millions à cause de Leonardo sur Paqueta et Piatek. On paye les pots cassés de ces transferts qui sont des flops, il faut être honnête, avec le temps. Donc, si pour une fois, on peut avoir un achat raisonné et prendre ni quelqu'un qu'on relance dans le caritatif, ni quelqu'un dont on n'est pas certain de ses capacités, ce serait bien. Que ce soit Simakan ou un autre. Walid parlait de se renforcer au milieu de terrain, ce serait pertinent aussi. L'attaque, je pense qu'on va bricoler encore un petit bout de temps. Mais peu importe le recrutement, il faut qu'il y ait de la pertinence. Le montant, Milan sera capable de le gérer, je pense. Moi, je suis convaincu que la priorité n'est vraiment pas au poste de défenseur centre. Milan et Simakan ont déjà un accord. C'est important de le rappeler que le joueur est OK avec Milan pour signer. Strasbourg ne veut juste pas le lâcher cet hiver pour pouvoir assurer son maintien tranquillement jusqu'à la fin de saison. Et nous, ça tombe bien parce que nous, derrière, on a un Musacho qui veut rester au club jusqu'à la fin de saison. Donc, pourquoi ne pas programmer un transfert le 1er juillet 2021 sachant qu'on a un Musacho qui peut être un 5e couteau, je pense pas trop dégueu, et que derrière, on met pas 20 millions là tout de suite maintenant, quoi. Parce que je pense que là. Personnellement, une charnière Musacho-Romagnoli, ça ne me rappelle pas de grand-chose. Je sais Non, pas vous, mais sur un on a match. suffisamment souffert. Sur un match, d'abord, tu as un Gabia, ensuite, tu as un Kaloulou qui ont tenu la baraque. Et dans le pire des cas, tu as un Musacho qui est. Enfin, voilà, c'est pas nain. Il n'est pas si nul que ça non plus. Donc, je pense que vraiment, je pense vraiment, c'est pas du tout la priorité. Si on peut avoir l'accord avec Simakan et pas passer à côté pour éviter qu'il parte chez la concurrence, je pense que c'est plus ça qu'ils ont peur, l'AC Milan, c'est qu'il y ait une grosse équipe qui s'aligne ou qui passe devant et le récupère au mercato hivernal. Mais si on s'assure un transfert au mois de juillet pour le mercato estival qui serait donnant, gagnant avec le Milan qui se retrouverait avec beaucoup de défenseurs centres pendant 6 mois et Strasbourg qui assurerait difficilement son maintien, je pense que c'est la bonne solution. Et là, on se concentre sur des postes qui sont importants. Il y a un Thauvin peut-être à aller chercher à droite, il y a peut-être un Belotti, un Depay à aller chercher en centre, en attaque, je veux dire. Choper un joueur pas trop cher et assez sérieux au milieu de terrain. Et je pense que vraiment, on peut se passer d'un 6e, parce qu'il y a aussi Duarte, donc un 7e défenseur centre. Ici, surtout qu'en plus, du coup, tu barres la route d'emblée à des Gabia et à des Kaloulou si jamais tu achètes un Simakan, parce que c'est pas pour le faire jouer 5e dans la hiérarchie, le Simakan. Donc, je pense que c'est plus une galère qu'autre chose de se pencher sur ce joueur. Après, à voir du coup si Maldini va faire une deuxième offre au-dessus des 15 millions, mais ce serait bête, je trouve. Et on a vu aussi ces transferts au mercato d'hiver. Tu as cité Piatek et Paqueta. L'enflammade à 35 millions. J'ai peur qu'on mette 20-25 millions pour un mec qui ne prendra pas la place de Kier et Romagnoli dans l'immédiat, quoi. Donc voilà ce que j'en pense. On va fermer là-dessus. Dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous aussi à la chaîne Milan Actu. Il y a de beaux projets qui arrivent en 2021. Pour ne rien louper de notre actualité, cliquez sur la cloche des notifications. Et puis on se retrouve face à la Juve, les gars, dans quelques jours. Un grand merci et puis Forza Milan. Ciao. Salut les gars.